Bonjour madame, bonjour monsieur. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la mini-série sur la magistrature ou dictature dépégienne. Après avoir terminé l'introduction en première partie sur le droit et l'introduction aussi sur le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Aujourd'hui, je vous propose, dans une première partie, de parler d'argent, c'est-à-dire de regarder quels sont les coûts de la judiciarisation de la protection de la jeunesse à la Chambre de la jeunesse du Québec. Maintenant, avant de regarder les données, j'aimerais vous rappeler que la mini-série consiste à étudier le dossier de la judiciarisation de la protection de la jeunesse. Le principe de cet objectif-là vise à étudier à partir d'une crainte de partialité. Et j'aimerais rappeler à tout le monde une chose extrêmement importante qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif visé est louable dans le sens qu'en 1976, la Cour suprême du Canada a établi la norme juridique, c'est-à-dire la façon par laquelle les juges doivent rendre une décision. Disons, le Conseil de la magistrature devrait rendre une décision sur la partialité d'un juge à partir de cette norme juridique-là. Donc, en anglais, the test of bias, qui s'énonce comme suit. La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée est raisonnable. Donc, il faut qu'elle soit raisonnable. Je pense qu'il y a des motifs et il y a des raisons pour se poser la question. Maintenant, il s'agit d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Donc, c'est un peu, comme je vous l'ai expliqué, de bien se renseigner. Donc, on a fait une introduction sur le droit et sur le pouvoir, le passage des lois, etc., etc. Donc, maintenant, on va étudier la question des coûts de cette judiciarisation-là à la Chambre de la jeunesse, mais toujours dans un esprit où nous sommes des citoyens sensés et que nous sommes en droit de se poser cette question-là. Si il y a ou non partialité, et selon la norme de la Cour suprême du Canada, nous sommes les personnes les mieux placées pour répondre à cette question, puisque nous sommes les citoyens. Alors voilà, maintenant on va regarder la question des coûts de la judiciarisation, et pour ce faire, on va passer au visionnement d'un tableau de données. Voici le tableau qui comporte un bon nombre de données. Je vais vous expliquer. Premièrement, regardons les sources. Mes données viennent des rapports AS 471, qui sont les rapports financiers de tous les CI3S du Québec, et des rapports AS 480, qui sont les rapports statistiques de tous les directeurs de la protection de la jeunesse au ministère de la Santé, des bilans des PJ, de certains accès à l'information, de rapports annuels de l'aide juridique, du DPCP, qui est le directeur des poursuites criminelles et pénales, les rapports de la Cour du Québec et notamment le budget du ministre des Finances du Québec. Bon. Dans un premier temps, le budget accordé à la DPJ aujourd'hui, en 2020, c'est 1,5 milliard. Un peu plus d'1,5 milliard, j'y reviendrai plus loin. Toutefois, j'ai étudié les coûts en protection de la jeunesse pour l'année 2019. Donc, dans les rapports AS 471, j'ai pris les données des dépenses DCI 3S et les dépenses qui sont accordées au budget des services en protection de la jeunesse. Donc, on voit les pourcentages qui sont accordés dans divers CI3S. Mais toutefois, ici, vous avez... Là, on parle de millions de dollars. Donc ici, vous avez la somme des services qui sont attribués
aux services aux citoyens de toute nature, qu'ils soient en santé mentale, en santé physique, par notre système de santé. Donc, on peut dire que c'est 30 milliards de dollars. Et le budget de 2019, moi, j'arrive à un chiffre de 1375 millions, c'est-à-dire 1,4 milliard, qui correspond en fait à 5% du budget qui est attribué aux services de santé qui sont donnés aux Québécois. Maintenant, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le coût de la judiciarisation. OK? Donc, le coût de la judiciarisation, je vais grossir un petit peu. Dans les rapports AS 471, on nous informe des dépenses qui sont attribuées par les CI3S, c'est-à-dire les directeurs de la protection de la jeunesse, pour le contentieux, c'est-à-dire les avocats qui travaillent pour la protection de la jeunesse. Donc, par exemple, on voit dans la région de Montréal-Sud, Centre-Sud, qu'il y a presque 3 millions qui est accordé pour les avocats du DPJ seulement. Donc, on arrive à un total québécois des avocats qui sont en poste dans les directions de la protection de la jeunesse au service des CI3S pour une dépense de environ 26 millions. Maintenant, beaucoup de parents ont recours à l'aide juridique et aussi, dans beaucoup de causes, on nomme un avocat de l'enfant. Dans la majorité des causes, en fait. Et il s'agit bien souvent d'avocats qui sont payés par l'aide juridique dans la majorité des cas, la grande majorité. Donc, dans le budget de l'aide juridique en 2019, il s'agissait d'un budget de 180 millions de dollars. Pour l'aide juridique aux Québécois. 23% de ce budget annuel-là était alloué aux causes judiciarisées par les directeurs de protection de la jeunesse, donc pour un total de 41 millions du côté de l'aide juridique. Maintenant, il y a du côté du DPCP, il y a le BAJ, qu'on appelle le Bureau des affaires jeunesse, qui traite la LSPJA, c'est-à-dire la justice contre les jeunes contrevenants. Donc, c'est 5% du budget qui est accordé au DPCP dans les affaires criminelles qui s'en va au Bureau des affaires jeunesse sur un budget de 170 millions. Donc, il nous donne un 9 millions pour les jeunes contrevenants. Maintenant, je vais passer aux côtés des juges de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Donc, bien entendu, on ne nous donne pas exactement les montants dans le bilan annuel. Bon, on propose un certain pourcentage. Toutefois, le budget annuel de la Cour du Québec est essentiellement composé des charges de salariales qui sont accordées aux juges et leurs dépenses de transport. C'est de l'ordre de 25% du budget de la Cour du Québec qui s'en va en protection de la jeunesse pour un total de 21 millions de dollars. Maintenant, du côté des avocats privés, il est extrêmement difficile de sortir un chiffre. Je n'ai pas l'information précise, donc il s'agit d'une estimation. Ce que j'ai fait, dans le fond, c'est la moyenne entre ce qui est accordé à l'aide juridique et les avocats du DPJ, donc pour un 33 millions. Donc ça, c'est une chose qui est assez difficile à évaluer parce qu'on le sait, il y a des avocats, par exemple, comme Mme France Goldwater, qui charge 750 $ de l'heure, alors que d'autres avocats dans le privé vont être de l'ordre de 150 $ de l'heure, de 200, etc. Maintenant, on sait que, on va le voir dans les prochaines capsules, qu'il y a à peu près 10 000 causes qui sont entendues à chaque année. Et on peut penser que dans ces causes-là, bien entendu, on peut dire qu'il y a comme pratiquement 4 parties. Il y a l'avocat du DPJ, il y a un avocat pour l'enfant. Après ça, il peut y avoir un avocat pour les 2 parents, mais souvent, il peut y avoir un avocat pour la mère, un avocat pour le père également.
Donc, on peut penser que ça peut aller jusqu'à 4 avocats. Bien entendu, c'est pas tous les parents qui ont le moyen de payer un avocat privé, mais je pense que cette estimation-là doit être relativement raisonnable et c'est le but recherché dans l'exercice. Donc, suite à ces chiffres-là, on en arrive au résultat que le total dépensé en judiciarisation, c'est-à-dire en salaire de juge et d'avocat, se chiffre à environ 130 millions de dollars. Et selon moi, ce chiffre-là est sous-estimé, puisque si on ajoute à cela les frais des huissiers, les frais de transcription qui coûtent une fortune, et etc., d'autres détails que je n'ai pas pris en considération, puisque je m'en tiens plus aux dépenses juges et avocats. Donc, si on a un budget accordé aux services en protection de la jeunesse qui est de l'ordre de 1375 millions, si vous voulez, ou 1,4 milliard, et qu'ici, on a 130 millions qui s'en vont à la judiciarisation, aux divers types d'avocats impliqués et aux juges à la Chambre de la jeunesse, on en arrive au fait que la judiciarisation, c'est 10% du service qui est donné à l'enfant. Et dans ce service donné à l'enfant ici, il faut quand même penser qu'à travers tout ça, il y a une bonne partie que c'est de l'administration, etc. C'est pas du service nécessairement direct. Donc 10%, c'est le coût de la judiciarisation. Donc ici, on a une colonne qui est la population du Québec et le nombre d'enfants de 0 à 18 ans. Donc, si on fait un petit calcul rapide, on en arrive à une moyenne, on pourrait dire que ça coûte en moyenne environ pratiquement 30 000 $ par enfant, le débourser en protection de la jeunesse. Je reviendrai dans d'autres étapes plus en détail sur la question de l'adoption, de la loi sur les contrevenants et des interventions en protection de la jeunesse. Mais ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, dans le fond, c'est la question du coût des juges et des avocats au Québec en protection de la jeunesse. Si on va regarder le budget du gouvernement du Québec. Donc, les données proviennent essentiellement du budget qui a été soumis par le ministre des Finances il y a quelques mois à peine. Dans ces données-là, on peut trouver que le budget de 2019 du ministère de la Santé, c'était, on peut dire brièvement, 40 milliards de dollars. OK? D'une manière générale, on peut dire que le budget du Québec est de l'ordre de 100 milliards et 140 millions sont accordés pour la gestion ministérielle, la direction et la coordination du ministère de la Santé, de toute la grosse bulle santé au Québec qui représente 46% du budget de dépenses du Québec, puisque le chiffre donné par le ministre, c'est 40,6 milliards sur un total de dépenses de 88 milliards, okay, de crédits à voter. Donc, les dépenses en avocats et en juges à la protection de la jeunesse représentent, disons, le même montant que l'on accorde à la gestion de la moitié du portefeuille du Québec. C'est-à-dire qu'on met 140 millions en gestion ministérielle, direction et coordination du ministère de la Santé, et en même temps, on met 130 millions en frais d'avocats et de juges à la Chambre de la jeunesse uniquement. Donc, la question que je pose aujourd'hui, est-ce que c'est un bon choix d'investissement?
Regardons de plus près maintenant le budget du ministère de la Santé. Le premier programme, c'est les fonctions de coordination. Comme je vous ai dit, dans les crédits de 2019, c'était 140 millions, en fait 139 millions pour la direction et la gestion ministérielle. Et en rémunération, c'est-à-dire en salaire qui sont donnés aux personnes qui gèrent, administrent le ministère de la Santé, il y avait 74 millions de dollars. Donc, il y a moins d'argent d'investi en salariés pour gérer le ministère de la Santé qu'il y a d'argent d'investi pour avocats et juges en protection de la jeunesse. Donc, c'est là que je pose la question, est-ce un bon choix d'investissement dans la judiciarisation de la protection de la jeunesse? Autre note intéressante ici, on voit que en 2019, on avait 139 millions et que dans le nouveau budget voté par la CAQ, on passe à 155,7 millions. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de 11% de frais en administration et gestionnaire, parce qu'on parle de direction et de gestion ministérielle et de coordination. Donc, on parle de fonctionnaires qui font de la gestion. Donc, on a une augmentation de 11%. Si on regarde le programme numéro 2, qui sont les services dispensés à la population, le budget accordé pour les services a augmenté uniquement de 6,7% par la CAQ de 2019 à 2020. Maintenant, sur cette augmentation-là des services de 6,7% et du fonctionnariat de 11%, je vous pose la question. Pendant la campagne électorale, et non seulement pendant la campagne électorale, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale moi-même et j'ai entendu M. Legault répéter à de multiples reprises, et c'est l'argument fondamental de sa plateforme électorale de la coalition Avenir Québec, la réduction de la bureaucratie. Donc, 550 000 personnes qui travaillent pour l'État. Donc, M. Legault estime que 200 000 d'entre eux n'offrent pas le service direct à la population et que c'est parmi ce groupe qui va faire des coupes. Écoutez, ici, on voit une augmentation de 11% du budget de cette bureaucratie-là qui n'offre pas de service direct à la population. Et ceux qui offrent des services directs à la population, c'est-à-dire les services à la population, on augmente de 6,7%. Et là, c'est des fonctions de coordination de gestion qui sont augmentées de 11%. Donc, c'est le double d'augmentation en bureaucratie de ce qu'on augmente le service aux citoyens. Est-ce que c'est concordant? Je vous laisse y réfléchir. Et cette image est quand même inquiétante. Si on regarde les mots de M. Hébert, dire pour un politicien en campagne, dénoncer l'inefficacité des fonctionnaires, c'est comme prendre une photo avec un bébé. Ça marche toujours. Donc, François Legault veut en finir avec le gaspillage bureaucratique. Mais est-ce que c'est ça?
Les chiffres qui sont là nous démontrent le contraire, puisque l'investissement dans la bureaucratie est 2 fois supérieur à l'investissement au service à la population. Est-ce que le gouvernement caquiste réalise cette grande promesse-là? Les points dans les airs? Il faut se questionner. Parce que les chiffres qui sont ici, et je vous rappelle encore une fois que le budget de la santé, c'est la moitié du budget du Québec, là. La moitié du budget du Québec. Donc, dans la moitié du budget du Québec, on investit le double en bureaucratie de ce qu'on investit dans les services dispensés à la population. Maintenant, allons un petit peu plus loin dans nos comparaisons. Dans les services dispensés à la population, donc vous voyez ici 29,7 milliards, ce qui correspond au chiffre que j'ai mis ici, 29,7 milliards et 1,3 milliard au DPJ, donc 5% au DPJ. Maintenant, si on regarde ici, vous avez tous les éléments, santé mentale, santé physique, administration, soutien aux personnes, etc., etc. Le ministre des Finances arrive à 1,373 milliards. Moi, dans mon tableau ici, j'arrive à 1,375 milliards en ayant fait le tour de tous les rapports de chaque CI3S de la province de Québec. Une différence de 1 millième entre les chiffres auxquels j'arrive et le chiffre du ministre des Finances. Toutefois, j'attire votre attention que de 2019 à 2020, le budget de 1,3 milliard est passé à 1,58 milliard, c'est-à-dire une augmentation de plus de 200 millions de dollars, et donc le budget de la DPJ a été augmenté de 15,4% par la CAQ de 2019 à 2020. Si on regarde le dernier sorti de Mme Laurent, qui est venue nous dire il n'y a pas tellement longtemps, après avoir terminé les audiences publiques, ce sera au gouvernement d'agir. Après avoir entendu 276 témoignages, 42 forums, 225 mémoires. Donc, dans l'article, on nous dit, et c'est ce que j'ai dénoncé, la DPJ, la LPJ est une loi d'exception et, selon mon point de vue, c'est extrêmement judiciarisé et surjudiciarisé, ce qui est le but de notre enquête aujourd'hui. Donc, elle le dit, il est également du mandat de la commission de réfléchir sur la loi qui encadre la DPJ, un rôle sans cesse grandissant que jouent les tribunaux dans ce gigantesque réseau. Les pouvoirs conférés au directeur de la protection de la jeunesse sont si larges qu'ils sont parfois préséance sur le Code civil. Donc, on a vu la question du droit dans l'introduction. Qu'est-ce que le Code civil, etc., donc, qui régit les droits entre les citoyens. Mais le DPJ a le droit d'outrepasser les droits des parents. Donc, c'est un droit qui dépasse le droit constitutionnel des parents et des personnes à s'insurger contre les traitements de l'État. Et il n'y a pas de surveillance de tout ça. Ce sera au gouvernement d'agir, conclut Régine Laurent. Mais quand on regarde ici ce que le gouvernement nous promet et ce qu'il fait dans la réalité. Maintenant, si on compare le budget qui est accordé en justice, protection de la jeunesse, en avocat et en juge qui est de 130 millions, et qu'on le compare au budget qui est accordé aux personnes handicapées au Québec, qui est de 13 millions, donc c'est exactement 10 fois plus qu'on investit en avocat et en juge
comparativement à ce qu'on investit en personnes handicapées. Maintenant, si on regarde le sommaire des crédits du budget du Québec, donc on a un budget de 90 milliards de dollars, certains crédits à voter dans tout ça. L'Assemblée nationale coûte 145 millions. On va aller voir un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire. Aussi, les personnes désignées par l'Assemblée nationale coûtent 110 millions. Qu'est-ce que ça veut dire, les personnes désignées par l'Assemblée nationale? Le protecteur du citoyen, le vérificateur général, l'administration du système électoral, tout ce qui est les élections et la division des comtés, etc. Le commissaire au lobbyisme, le commissaire à l'éthique et à la déontologie, c'est 108 millions. Et en salaire, en rémunération, c'est 71 millions. Donc, c'est beaucoup moins que ce que le Québec investit en avocats et en juges uniquement sur la question de la protection de la jeunesse, c'est-à-dire par le fait même que les directeurs de la protection de la jeunesse saisissent les tribunaux contre les parents. C'est plus que ce qu'on met dans le protecteur du citoyen, dans la vérification générale de notre système qui gère l'État. Maintenant, l'Assemblée nationale. Voyez-vous, Secrétariat général, les affaires juridiques et parlementaires, la Direction générale, les affaires institutionnelles, la Bibliothèque nationale, les services aux parlementaires, c'est-à-dire toute la panoplie de cabinets, des recherchistes, de juristes qui travaillent à l'Assemblée nationale. On a un total ventilé de la rémunération ici qui est de l'ordre de 100 millions de dollars. Donc, on gère notre pays avec 100 millions de dollars en salaire à des députés, des conseillers politiques, des attachés politiques, des juristes, la Bibliothèque nationale, de l'Assemblée nationale, etc., etc. Donc, ce Parlement-là, qui passe les lois, qui décide des lois, qui passe les règlements, qui gère les ministères, coûte 100 millions en salaire. Est-ce que c'est normal qu'on donne 130 millions aux avocats? Est-ce que c'est normal qu'on donne plus d'argent aux avocats de la DPJ qu'on en donne au personnel qui gère le pays? Il faut se poser des questions sérieuses sur cette situation de judiciarisation qui dépasse des choses qui sont extrêmement importantes dans notre société. Je ne dis pas que la question des avocats de la DPJ n'est pas importante. Toutefois, est-ce qu'elle serait exagérée, abusive et excessive? Et c'est un peu la question que je pose, puisque en tant que citoyen bien informé et raisonnable, c'est à nous de juger de cette question. Le budget qui est accordé au tourisme au Québec, 160 millions. Donc, on en met autant dans les avocats du DPJ qu'on en met dans le développement du tourisme au Québec. On en met à peu près des sommes équivalentes en énergie et ressources naturelles. Et regardez, la question de l'environnement et de la lutte au changement climatique, on ne met pas beaucoup plus d'argent dans la lutte au changement climatique qu'on en donne aux avocats du DPJ. Est-ce qu'il y a lieu de se questionner sérieusement sur cette judiciarisation-là qui est faite, bien entendu, et je le rappelle encore une fois, cette judiciarisation-là, elle est faite par les directions de protection de la jeunesse, par une vingtaine de personnes, les directeurs du DPJ, qui nomment des intervenants qui saisissent les tribunaux. Est-ce que c'est
le bon investissement? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce qu'il faut continuer dans ce sens-là au Québec? Et quels sont les résultats? Est-ce que les résultats de ça sont vraiment probants? Écoutez, de ce que moi j'entends, des parents qui me parlent et qui m'appellent et qui m'informent du déroulement de leur procédure judiciaire, souvent je suis estomaqué d'entendre ce qu'on me donne comme information. C'est pas normal qu'on investisse autant dans des avocats du DPJ, qu'on investisse dans la lutte au changement climatique et qu'on investisse plus en salaire dans les avocats du DPJ qu'on investit dans les personnes qui dirigent notre pays. Et pendant ce temps-là, qu'on augmente ce budget-là de 200 millions, écoutez, si j'étais avocat du DPJ, je serais content de cette augmentation de 200 millions-là. C'est quand même beaucoup d'argent que la CAQ vient de donner aux directeurs de la protection de la jeunesse qui se plaignent et qui se plaignent année après année qu'il manque d'argent. C'est récurrent. D'une année à l'autre, on entend les directeurs en protection de la jeunesse dire qu'ils n'ont pas assez de personnel, on entend les intervenants se plaindre qu'ils ont trop de travail. Pourtant, il s'agit d'une loi d'exception. Est-ce qu'on intervient trop? Et si on compare maintenant le budget qui est accordé aux organismes communautaires et autres organismes, et là-dessus, je tiens à préciser que c'est plus de 90% des subventions qui sont accordées aux organismes communautaires proviennent du ministère de la Santé. Il y a une certaine partie qui vient du ministre de la Famille, mais bon, c'est pratiquement 95%, je dirais. Donc là, on a un budget qui est de la moitié de ce qu'on donne au DPJ. Donc, comment voulez-vous qu'on donne des services aux familles, qu'on aide les familles? Comment on peut aider les familles à régler leurs problèmes si on n'a pas d'organisme communautaire pour leur venir en aide et que tout l'argent s'en va dans le budget de la protection de la jeunesse? Qui saisit les tribunaux et que 10% de cet argent-là s'en va dans les poches des avocats. Et quand on vient nous dire qu'on réduit la bureaucratie, je suis désolé, mais j'arrive pas au même constat aujourd'hui. Et encore une fois, je le répète, le budget de la Santé, c'est la moitié du budget du Québec. Donc, je vous laisse avec ces images qui sont inquiétantes. Alors, ceci étant dit, alors, madame, monsieur, je vous remercie d'avoir visionné et j'espère que vous comprenez un peu mieux les tenants et aboutissants de la judiciarisation de la protection de la jeunesse, puisque c'est un droit qui est accordé de manière illimitée aux DPJ et aux intervenants du DPJ de saisir le tribunal contre les parents, puisque leur pouvoir s'étend au-delà du Code civil du Québec. Et je crois que cette question est inquiétante. Pour l'instant, on ne peut que se questionner sur les intentions du gouvernement au pouvoir à cet égard. Maintenant, je vous donnerai d'autres informations sur la progression de cette judiciarisation-là et sur le processus de nomination des juges. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame.